Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Bonsoir, Crime s'installe ce soir à Montpellier. Bienvenue à Montpellier, nous sommes très précisément en place de la Comédie. Nous sommes à environ une dizaine de kilomètres de la mer Méditerranée. Montpellier, c'est la 8e ville de France, 3e ville de l'axe méditerranéen, après Marseille et Nice. Et nous allons vous raconter ce soir 3 faits divers qui se sont déroulés dans la région. Mardi 30 avril 2011, Philippe se réveille à Montpellier dans sa baignoire, les veines tailladées. Mais dans l'appartement, les secours découvrent aussi le corps d'Annie, son épouse. La scène de crime est particulièrement étrange. La tête et les jambes de la victime sont enroulées dans du cellophane et son buste est scarifié de 4 lettres, P-U-T-E. Écroué pour le meurtre de sa femme, Philippe n'a cessé de clamer son innocence de ce meurtre atroce. Son seul souvenir, l'invitation la veille de 3 individus au domicile conjugal pour une soirée échangiste. Libéré quelques jours, suite à une erreur de procédure, l'homme emportera le secret de cette sanglante soirée en se donnant la mort du haut d'une falaise de Dieppe. Le corps est un peu magnifié et mis en scène parce qu'elle est très belle, elle est nue. Il y a quelque chose d'autre qui est très frappant, c'est que est gravé au cutter sur sa poitrine, au-dessus de son sein gauche, le mot. Le 6 octobre 2005, Rachid découvre le corps de son ex-compagne, Marjolaine, et de son fils, Saphir, âgé de seulement 3 ans. Marjolaine a été étouffée et son fils étranglé avec le fil de sa lampe de chevet. L'ex-compagnon est un temps soupçonné, mais les enquêteurs s'intéressent aussi à Mohamed, dernière fréquentation de Marjolaine. Ce sont 2 précieux indices retrouvés chez ce mineur de 17 ans, au casier judiciaire bien rempli, qui vont faire avancer l'enquête. Mais c'est surtout l'ADN retrouvé sous le lit du petit garçon qui va conduire Mohamed aux assises. Il va dire, il était bleu, il était froid, et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Le 28 février 1993, les policiers découvrent le corps d'Annie, une jeune préparatrice en pharmacie, âgée de seulement 29 ans. Elle a été violée et massacrée dans le hall de son immeuble et son visage est à peine reconnaissable. 10 longues années d'enquête ne permettront pas de remonter à l'agresseur de la victime, laissant ses proches dans le plus grand désarroi. C'est finalement un ADN resté non identifié, retrouvé sur la jeune femme, qui finira par parler, celui de Missé Toubé, alors incarcéré pour viol. 13 ans après le terrible meurtre d'Annie, l'homme sera condamné à 30 ans de réclusion. Les policiers du SRPJ m'ont appelé pour me dire on a identifié l'auteur. Ils étaient très contents. Crime est toujours installé à Montpellier, ici, place de la Comédie. Et nous allons maintenant vous raconter ce véritable mystère qui date du mois d'avril 2011. Philippe se réveille chez lui, dans sa baignoire, il est nu, il a les veines tailladées. À côté de lui, dans la chambre, il y a sa femme qui a les jambes et la tête entourées dans un film plastique. Son corps a été scarifié avec 4 lettres, P-U-T-E. Immédiatement, c'est Philippe lui-même qui va être soupçonné par les enquêteurs d'être l'auteur de ce meurtre. Cette enquête va s'avérer complexe, d'autant plus que Philippe ne se souvient de rien. Il parle d'un trou noir. Selon lui, 3 personnes seraient même venues la veille dans l'appartement pour participer à une soirée libertine. Difficile de savoir donc ce qui s'est passé ce soir-là, d'autant plus que remis en liberté, Philippe va se donner la mort. Voici donc ce document pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un crime sordide, tant par sa violence que par son incroyable mise en scène. Une affaire dramatique et une enquête à rebondissement dont l'issue choquera l'ensemble des protagonistes. Le corps est un peu magnifié et mis en scène parce qu'elle est très belle, elle est nue. Il y a quelque chose d'autre qui est très frappant, c'est que est gravé au cutter sur sa poitrine, au-dessus de son sein gauche, le mot. Montpellier, 8e ville française, située à quelques encablures de la mer. Plus connue pour sa douceur de vivre que pour ses affaires criminelles. La ville
va pourtant devenir le théâtre d'un fait divers hors norme. C'est ici, rue Bugarel, que tout va basculer. C'est une rue tranquille dans un quartier résidentiel de Montpellier. C'est une rue transversale entre l'avenue de Toulouse et le carrefour du Grand M de Montpellier. C'est un quartier de petites résidences. Le 30 avril 2011, à 6h06, les policiers du commissariat de Montpellier reçoivent un appel sur le 17. Un appel glaçant et angoissé d'un homme qui demande du secours. C'est un appel au secours et au bout du fil, un homme très affaibli. La conversation dure pratiquement 14 minutes, durant lesquelles les policiers vont essayer de tenter de comprendre ce qui se passe, parce que la personne qui est au bout du fil tient un discours un peu incohérent. Il dit qu'il ne comprend pas, qu'il est paniqué, qu'il vient de se réveiller donc dans la baignoire. Il est juste en slip et en chaussettes, il a froid, il n'est pas bien. Il voit que ses deux avant-bras sont tailladés, qu'il est en sang. Et alors que le policier de permanence tente de calmer son interlocuteur tout en gardant le contact avec lui, les secours sont envoyés sur place. Très vite, les pompiers et les services de police pénètrent dans l'appartement situé au premier étage. Il découvre un homme nu, allongé sur le sol, à même le sol, avec les deux poignets tailladés, avec donc du sang un peu tout autour de lui. Et il est dans un état de très grande faiblesse. Les policiers prennent en charge l'individu hagard. Dans un état grave, il est immédiatement transféré au CHU de Montpellier. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement? L'homme a-t-il tenté de mettre fin à ses jours ou a-t-il été victime d'un acte criminel? Rue Bugarel, les enquêteurs commencent leurs investigations dans l'appartement. Ils vont bientôt faire une découverte hallucinante. Une scène de crime comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Ils découvrent allongé sur le lit le corps sans vie, nu, d'une femme. Les mollets sont rassemblés et tenus ensemble par du papier cellophane, disposé de telle sorte qu'il est bien lissé. Ses poignets sont reliés sur son torse avec un lien tourné en papier cellophane également pour maintenir dans cette position les poignets. Également enrubanné de cellophane, le visage ensanglanté de la victime est perclus de coups. Cette scène glace les enquêteurs, qui ont le sentiment d'avoir affaire à un meurtrier, froid et pervers. Un sentiment renforcé par un détail scabreux, présent sur le corps. Le visage a été frappé, mais le corps est un peu magnifié et mis en scène parce qu'elle est très belle, elle est nue. Il y a quelque chose d'autre qui est très frappant, c'est que est gravé au cutter sur sa poitrine, au-dessus de son sein gauche, le mot. Stupéfaits, les policiers essaient de comprendre à quoi rime cette incroyable mise en scène, tout droit sortie d'un film d'horreur. Ça raconte l'étrangeté. Ça raconte un meurtre qui n'est pas un meurtre de sang-froid qu'on fait dans l'instant. Pour les policiers, en tout cas, c'est le début de l'énigme, en se disant mais qu'est-ce qu'il a pu se passer, qui a pu faire ça avec une telle mise en scène. Toujours sous le choc de ce qu'ils viennent de voir, les policiers se dirigent alors vers la salle de bain, où les attend un nouveau spectacle, sanglant. Ils découvrent à ce moment-là de l'eau dans la baignoire, mélangée avec du sang. Il y a des taches de sang un petit peu partout sur les murs de la salle de bain, des fines gouttelettes de sang. C'est sans doute dans cette salle de bain qu'aurait séjourné une bonne partie de la nuit l'homme aux poignets sectionnés. Après avoir procédé au relevé d'usage, les policiers inspectent de fond en comble le salon. Là encore, ils trouvent des éléments inattendus, tels que des poils pubiens coupés ou encore de l'urine.
Il y a pas mal de choses qui traînent à droite et à gauche, des mégots de cigarettes, des tasses. Par terre, on retrouve des substances, notamment dans le salon. Et donc, on met en place un certain nombre de scellés pour ensuite livrer ces indices, ces différents indices aux analyses. Les indices relevés sur place et la mise en scène macabre de ce meurtre sonnent comme une véritable énigme pour la police judiciaire. Seule certitude, les premières constatations du médecin légiste qui indiquent que la victime serait morte étranglée dans la nuit. Tous s'interrogent. Qui est l'auteur de ce crime odieux? L'homme, pris en charge par les secours, détient-il la clé du mystère? À Montpellier, les policiers se rendent à l'hôpital La Péronie pour entendre l'homme qui les avait appelés au secours. Il s'appelle Philippe Bayeux, il a 53 ans. Il est le mari d'Annie, retrouvée morte dans leur appartement de la rue Bugarel. Lorsqu'il va réaliser le décès de son épouse, il est complètement abattu et il a du mal à réagir. Je pense véritablement qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pour lui, c'est un cauchemar. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et en plus, il est incapable d'expliquer ce qui a pu se passer. Il n'a pas de souvenir. Il fait du mieux qu'il peut, mais il n'y arrive pas. Les policiers vont alors questionner sans relâche Philippe Bayeux sur son emploi du temps de la veille. Ce dernier va alors leur livrer une bien étrange histoire. Sur son lit d'hôpital au policier, il explique que sa femme était très branchée à échangisme, libertinage. Que ce soir-là, 3 personnes sont arrivées. Il explique que tous les 5 partagent donc des tasses de café et puis qu'ils visionnent un film porno d'une dizaine de minutes. Et qu'ensuite s'ensuit une conversation sur les goûts et les préférences sexuelles de chacun. Et à partir de là, une demi-heure après, c'est le trou noir. Et selon les affirmations de Philippe Bayeux, l'amnésie totale. L'homme aurait alors perdu connaissance. Il dit n'avoir aucun souvenir des heures qui vont suivre. La nuit passe, et ce n'est qu'au petit matin que, selon ses déclarations, il reprend ses esprits. Au petit matin, où il se réveille en slip et en chaussettes dans sa baignoire ensanglantée. Il ne comprend pas ce qui est arrivé. Philippe Bayeux continue de répéter en boucle qu'il ne se souvient de rien, qu'il a été drogué et que la soirée aurait dérapé en une soirée sanglante à son insu. Donc très rapidement, se rendant compte que effectivement son silence et l'espèce de zone d'ombre qui règne sur les heures précédant les faits, le dessert, il va dire que pour autant, même s'il ne se souvient pas, ça ne peut pas être lui. Pour lui, depuis le début, sa version, c'est que la soirée échangiste a mal tourné, qu'il a été drogué à son insu et que les fameux libertins auraient attenté à la vie de sa femme qu'il aimait par-dessus tout. Face à une histoire aussi rocambolesque, les policiers sont perplexes. Pour eux, le scénario serait beaucoup plus banal que cette histoire de soirée échangiste qui tourne mal. Ils soupçonnent, tout simplement, Philippe Bayeux d'avoir tué sa femme avant de tenter de se suicider. Il est considéré comme le suspect numéro 1, puisque c'est le seul qui soit retrouvé sur les lieux, que c'est le mari, et qu'il ne peut pas donner plus de précisions. Il y a l'inscription qui peut laisser penser qu'il a aussi été victime d'un accès de jalousie. Donc le principal suspect, c'est le mari, puisque c'est le seul, ils sont chez eux, il n'y a pas de traces d'effraction, il n'y a pas de traces de vol. Bayeux a beau clamer son innocence, au terme de sa garde à vue, il est placé en examen pour meurtre. Pourtant, le mobile du crime reste obscur. Quelle raison aurait poussé Bayeux à se débarrasser de sa femme dans des circonstances aussi terribles? Et la piste du milieu échangiste a-t-elle livré tous ses secrets? Pour comprendre le drame qui s'est joué rue Bugarel, les enquêteurs vont s'intéresser au couple que formaient Annie et Philippe. En 2006, ils se rencontrent à Blois. Tous les deux divorcés et parents de 3 enfants,
Ils tombent sous le charme l'un de l'autre et ne tardent pas à emménager ensemble à Montpellier. Donc lui, il travaille dans le bâtiment. Il va suivre une formation à Montpellier de maîtreur. Il est réputé et reconnu pour le sérieux de son travail. Annie a 52 ans. C'est une petite femme blonde et dynamique. Pour suivre son mari dans sa nouvelle vie, elle laisse tout derrière elle. Sa région, son métier et même ses enfants. Elle travaille comme cadre à l'intérieur du restaurant universitaire de Montpellier, dans le quartier de Boutonnet. Elle supervise les opérations de plonge à l'intérieur du restaurant universitaire. Elle est très appréciée. Lui, c'est un personnage un peu renfermé, pas secret, mais discret. En général, il parle peu. Elle est plus solaire, plus pétillante, donne le sentiment d'une femme et d'une fille pleine de vie. Elle est très souriante et elle est très jolie. Pour la famille, qui a toujours soutenu Philippe Bayeux, le couple semblait très amoureux. Maria, l'ex-femme de Philippe, avec qui il a gardé de bons contacts, les a rencontrés à plusieurs reprises. Et pour elle, pas de doute possible. Ils nageaient en plein bonheur. Ils avaient l'air d'un couple très uni, très amoureux, toujours. D'abord, on les voyait toujours ensemble. Ils étaient venus passer un week-end. Et j'ai jamais eu l'impression d'avoir un couple désuni ou qui ne s'aimait pas. Hein. Tu étais toujours assis côte à côte, se tenant la main. En prison, interrogé par ses proches lors des visites, Philippe explique que c'est pour faire plaisir à sa femme qu'il aurait accepté de faire des expériences échangistes. Philippe explique que depuis quelques mois, environ 6 mois, sa femme souhaite avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes et que par amour et sans jalousie, il va accepter les désirs de son épouse. Mais les enquêteurs vont très vite découvrir que tout n'était pas rose dans la vie de ce couple. Il semblerait que Philippe n'ait pas dit toute la vérité. Il explique qu'il y a eu parfois des disputes comme dans tous les couples, ce qu'il explique, qu'il est arrivé qu'Annie s'en aille mais qu'elle est toujours revenue. Qu'il y a des difficultés parce que cet homme vit très mal la présence des enfants de madame. En effet, le mari ne supporte pas que les enfants d'Annie, restés vivre dans la région de Blois, voient leur mère trop souvent. Jaloux de ses belles-filles, il entretient avec elle une relation des plus électriques. Il y avait un problème entre une des filles à Annie et mon père, oui. Bon, pas au point de vraiment créer de gros problèmes, mais ça pouvait être sujet à des disputes. Et il a l'impression qu'on lui vole son épouse parce qu'on lui vole de son attention, tout simplement. Les relations entre Philippe et les enfants d'Annie vont se détériorer, au point qu'il ne supporte plus qu'elle parte seule en vacances avec eux. Lorsque Annie part en vacances chez sa fille ou avec sa fille, lui a très clairement le sentiment qu'elle est en train de le quitter. Jusqu'au jour où Philippe Bayeux, n'acceptant plus les moments que les enfants partagent avec sa femme, explose et envoie un message pour le moins inquiétant à la plus jeune des filles d'Annie. Le message, qui sonne comme un avertissement, terrifie Annie et ses enfants. Et il se trouve qu'à un moment où cette jeune femme revient de vacances et que elle était partie, elle revient de vacances, elle reçoit des SMS qui sont extrêmement alarmants. Il y en a un qui dit « Tu l'as voulu, tu me l'as pris. Maintenant que tu es de retour, j'ai décidé de récupérer ce qui est à moi. Tu vas souffrir beaucoup et très longtemps. » Philippe nie avoir envoyé ce message, lourd de menaces. Pourtant, après examen de ses différents téléphones, les enquêteurs mettront à jour qu'il en est bien l'auteur. Alors, Philippe Bayeux aurait-il mis ses menaces à exécution? Cette jalousie l'a-t-elle rendu malade au point de commettre l'irréparable en tuant sa femme? Pour les enquêteurs,
Les choses se dessinent progressivement. Et le scénario de la soirée échangiste qui dérape, à l'insu du mari, ne tient plus du tout la route. En revanche, la thèse du mari jaloux, voire même violent, fait son apparition. Apparemment, il était d'une jalousie, d'une possessivité excessive, voire maladive. Et il y aurait eu des coups échangés. Notamment une main courante déposée au commissariat de la part d'Annie Bayeux qui est contre son mari. Et au fil de l'enquête, des témoignages vont décrire un homme, certes, très amoureux, mais qui aurait surtout beaucoup de mal à contrôler sa jalousie maladive. On sent que cet homme veut tout encadrer, tout vérifier, que le moindre retard peut être interprété, qu'il va y avoir des difficultés. Et il y a un moment où cette femme n'en peut plus. Alors elle quitte le domicile conjugal en novembre 2010. Elle prend ses affaires, elle prend une valise, elle va se réfugier chez 2 de ses amis, un couple d'homosexuels, et elle va parler de cette violence. Violence physique, mais surtout violence psychologique. Malgré la peur et la violence, Annie a visiblement du mal à totalement couper les ponts. Si elle quitte le domicile conjugal, elle continue malgré tout à fréquenter Philippe. Annie avait du mal à assumer sa relation avec Philippe par rapport à sa famille. Et donc pour un peu apaiser les tensions, elle avait pris cet appartement dans lequel cet appartement lui permettait de recevoir ses filles, sa famille et puis Philippe à d'autres moments. Philippe refuse d'admettre ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Il ne peut pas accepter que sa femme adorée le quitte. On est dans l'ambiguïté. Donc Philippe Bayeux a toujours dit qu'elle l'aimait, qu'elle était en train de revenir vers lui. Les proches d'Annie ont une lecture tout à fait différente de ce couple, de ce qui se passait. Ils estiment qu'elle en avait soupé, que c'était fini, qu'elle n'avait plus envie de le voir ou très peu. Depuis le début de l'affaire, les mois ont passé et les résultats des prélèvements arrivent enfin sur les bureaux des enquêteurs. En particulier, les analyses du café que Bayeux a ingurgité la nuit du drame et qui lui aurait provoqué ce fameux trou noir. Il y a les expertises qui vont être intéressantes, vont concerner notamment les fameuses tasses de café pour savoir s'il y a pu y avoir de la drogue, puisque pour qu'il y ait amnésie, il faut que Philippe Bayeux ait été drogué. Mais d'un côté, la défense de Philippe Bayeux va dire que les analyses ont été faites beaucoup trop tard pour mettre à jour le véritable taux, alors que côté accusation, on va expliquer que les analyses montrent que les quantités n'étaient pas du tout suffisantes pour qu'il puisse justifier une telle amnésie. Bayeux n'aurait donc pas été drogué. Mais ce sont d'autres résultats qui vont s'avérer déterminants. Les résultats concernant le contenu des ordinateurs du couple. Dans les ordinateurs et les téléphones qui sont l'objet d'inspections qui vont prendre plusieurs semaines, les policiers de l'ISRPJ ne trouvent rien qui peut attester le moindre comportement échangiste d'Annie Bayeux. Ni les rendez-vous supposés dans les hôtels, ni des rencontres qui auraient pu être faites avec des tierces personnes, des rendez-vous, il n'y a rien de tout ça. Et il est tout à fait probable que cet élément qui a été inventé par le mari lui ait permis de fantasmer quelque chose de terrible sur son épouse et de nourrir encore sa jalousie morbide. Rien donc qui peut conforter la version du mari. En revanche, les enquêteurs trouvent des documents qui compromettent Bayeux encore un peu plus. Ce document est très frappant dans la mesure où il commence par c'est moi, Annie, qui parle, mais c'est Philippe qui écrit. C'est une lettre où ils expliqueraient tous les deux que ne pouvant vivre leur amour sur cette terre, ils ont donc décidé de commettre un geste que peut-être leur entourage ne comprendra pas, mais c'est de mettre fin à leur jour, ensemble. Le mari dément être à l'origine de ces lettres. Des dénégations qui ne convainquent pas les enquêteurs. Pourtant, un élément pourrait représenter une planche de salut pour Bayeux. Suite aux analyses, 3 ADN sont retrouvés. 3 ADN n'appartenant ni à Philippe, ni à sa femme.
Il va y avoir des ADN qui ne seront pas l'ADN identifié de Philippe, ni même celui de Annie, qui seront retrouvés sur les tasses à café ou une trace jaune qui était sur le carrelage du domicile. Pour les enquêteurs, ces traces ADN ne prouvent rien. D'autant plus que d'autres éléments du dossier pèsent sur Philippe Bayeux. À commencer par ses empreintes, retrouvées sur le cellophane, qui recouvrait les jambes et la tête d'Annie. Alors, la suite de l'enquête permettra-t-elle de lever les zones d'ombre qui planent sur cette affaire? Philippe Bayeux a-t-il vraiment été drogué? D'autres personnes pourraient-elles vraiment être impliquées dans ce crime sordide? Depuis la mort d'Annie, tout désigne Philippe Bayeux. Pourtant, ses proches et notamment sa famille ne désarment pas et sont convaincus de son innocence. Pour Maria, son ex-femme, il n'y a pas de place pour le doute. Philippe et moi, nous avons quand même vécu 20 ans ensemble. En 20 ans, c'est toute une vie. Je ne vois pas Philippe être capable d'assassiner quelqu'un dans les circonstances où ça s'est produit. Parce que la mort d'Annie a été violente quand même. En novembre 2012, nous sommes 1 an et demi après les faits. Le juge des libertés de la détention, estimant que l'enquête ne progresse pas assez vite, répond favorablement à la demande formulée par Philippe Bayeux et le remet en liberté surveillée. Il est content d'un côté de retrouver sa famille, d'être sorti, mais c'est plus pareil. Annie n'est plus là. Le parquet, estimant que trop de charges pèsent sur Philippe Bayeux, fait appel de la décision du juge. 3 semaines plus tard, l'homme retourne en prison. Pourtant, fin mai 2013, coup de théâtre. Suite à une erreur de procédure, il est à nouveau libéré. Et puis patatras, nouveau coup de semonce procédurale. Un des juges oublie le renouvellement d'un mandat de dépôt et Philippe Bayeux se retrouve à nouveau en liberté grâce à l'intervention de ses avocats qui ont œuvré dans ce sens. Profitant du cafouillage judiciaire, Bayeux prend le train pour se rendre dans sa famille, à Blois, et annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Il a l'intime conviction que le vent tourne pour lui. Peut-être que la justice a enfin reconnu qu'il n'était pas coupable, que peut-être qu'enfin il va retrouver sa liberté. Une liberté dont il va profiter pour crier son innocence devant les médias. Il parle même de complot dont il serait la victime. Le fait qu'on vous accuse des faits dont vous êtes accusé, d'avoir donné la mort à votre femme, vous en pensez quoi? Il y a une... C'est pas moi qui donc l'erreur quelque part. Malgré ses protestations, il ne sera pas entendu. Le parquet fait un nouveau appel. Philippe est convoqué. Pour la 3e fois, il doit retourner en prison. Au départ, il a pâli, il a passé par toutes les couleurs et il s'est assis et il a plus dit un mot. Sauf un petit quart d'heure après, il fallait qu'il dise à sa mère « j'y retourne, il faut que j'y retourne ». Philippe Bayeux part alors seul, le matin du 31 mai, pour prendre le train à la gare de Blois. Il m'a dit qu'il allait sur Paris, passer une journée sur place et qu'il revenait le lendemain. Le lendemain, à Montpellier, la journée se termine. Les avocats de Bayeux attendent leurs clients sur les marches du palais de justice. En vain. Le vendredi 31, nous attendons notre client. Nous sommes sans nouvelles. Et là, on ne sait absolument pas ce qui se passe, puisqu'on ne sait pas si il compte se présenter le lundi
ou s'il s'est passé quelque chose, puisque c'est un homme qui s'est toujours présenté. Donc, bien sûr, on a craint le pire. Dès lors, Philippe Bayeux est déclaré en fuite. Durant 2 jours, les forces de police sont à ses trousses. Et alors que personne ne sait où il peut se cacher, l'impensable se produit. À Dieppe, un promeneur découvre au pied des falaises le corps sans vie du fugitif. J'ai appris la mort de mon père par le biais de ma cousine, donc, qui nous a fait déplacer jusque chez elle pour nous annoncer qu'ils avaient retrouvé son corps. Pour moi, rien ne laissait présager ce geste. Pour le fils de Philippe Bayeux, ce suicide n'est pas un aveu de culpabilité. Bien au contraire. Son père est innocent. Preuve en est, ces 3 traces d'ADN non identifiées, retrouvées sur les lieux du crime. Pour moi, l'enquête doit continuer et les meurtriers de ma belle-mère doivent être incarcérés, et pour que mon père ne soit pas mort en vain. Frustration pour le fils de Philippe, mais aussi pour les enfants d'Annie. Ce suicide les prive à jamais de la vérité. Le procès n'aura pas lieu. Il est maintenant innocent à jamais par effectivement le truchement de la présomption d'innocence, parce qu'on est coupable que quand on a été jugé comme tel, et définitivement, ce ne sera jamais son cas. Donc ça lui a permis aussi, encore une fois, de faire souffrir finalement davantage la famille de la victime, parce que pour faire un deuil, mettre une décision de culpabilité sur des faits, c'est important. Depuis le suicide de Philippe Bayeux, les mois ont passé. En l'absence du principal suspect, impossible de savoir ce qui s'est passé le soir du 30 avril 2011, rue Bugarel. Pour les 2 familles, difficile de recommencer à vivre avec ces zones d'ombre qui planeront à jamais sur le meurtre terrifiant d'Annie. Il y aura toujours, entre les 2 familles, ce point de vue, ce point d'interrogation, à savoir, est-ce que c'est Philippe Bayeux qui a bien tué sa femme, ou bien est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué? Crime est toujours installé à Montpellier. Avec nous, Bruno Bardossetti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes policier depuis 30 ans, à Montpellier depuis 10 ans. Juste derrière nous, il y a la place de la Comédie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un lieu plutôt sécurisé? Oui, on peut être très positif dans ce sens. C'est un lieu sécurisé. Bien sûr, on peut rencontrer des problèmes à Montpellier comme ailleurs, mais globalement, la ville de Montpellier, qui est le centre du Languedoc-Roussillon, et plus particulièrement la place de la Comédie, qui est le centre de Montpellier, on peut dire que c'est un endroit sécurisé, en sachant également que l'été, on peut avoir des pics de 150 000 à 200 000 personnes sur la place de la Comédie. Donc globalement, on peut estimer qu'on se sent en sécurité à Montpellier, notamment dans le centre de Montpellier. Ça veut dire que la délinquance a baissé en Montpellier? La délinquance n'a pas forcément baissé à Montpellier. Je vous parlais du centre de Montpellier où effectivement on peut se sentir en sécurité. Mais il faut savoir que les effectifs de police ont baissé à Montpellier comme partout en France. Et forcément, on a abandonné certains quartiers dans les grandes villes et Montpellier n'a pas été épargné. Donc on a rencontré effectivement des difficultés sur les abords de Montpellier, mais le centre reste sécurisé. Montpellier, c'est une ville festive, ça a la réputation en plus d'être une ville jeune, avec beaucoup d'étudiants. Ça veut dire que ces jeunes, aujourd'hui, sont plutôt calmes? Alors les jeunes sont plutôt calmes, mais sans être péjoratifs sur la jeunesse aujourd'hui, elle attire forcément une criminalité, et sans faire de langue de bois, qui va dans les stupes. On touche là un problème récurrent à Montpellier, mais dans tout le Languedoc-Roussillon. Bon, Montpellier n'est pas épargné, en sachant que 30% des habitants à Montpellier ont moins de 30 ans. On attire forcément une délinquance très particulière sur fond de drogue. Si le trafic de drogue aussi est important à Montpellier, c'est parce que les prix, en particulier de la cocaïne, ont énormément baissé. Aujourd'hui, la moyenne du gramme de cocaïne, je prends cet exemple-là, c'est entre 50 et 80 euros. Contre combien il y a quelques années? De mémoire, il y a une vingtaine d'années, c'était 2 fois plus cher. Donc forcément, ça s'est, j'emploie ce terme, démocratisé malheureusement, mais c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui
allez, 20% de circulation d'ecstasy ou autre, 40% de cocaïne et 40% de cannabis. On a parlé du centre de Montpellier. Quand on sort un peu de Montpellier, est-ce que, comme c'est le cas dans beaucoup de villes en France, il y a des zones à risque, des zones où on a envie de dire la police a du mal à rentrer? Des zones de non-droit, il n'y en a pas. Malheureusement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit présent avant qu'il y ait des problèmes. Mais vous avez des villes où on peut se sentir beaucoup plus en insécurité. Je prends des villes comme Béziers, où on n'est pas très loin pourtant de Montpellier, mais dans le Languedoc-Roussillon, voilà, là on a une ville qui est touchée économiquement, qui est touchée par le chômage, une ville peu touristique et où il y a très peu d'étudiants également. Donc on se sent, dès qu'on rentre à Béziers, malheureusement, on peut se sentir en insécurité. Est-ce qu'il y a des cités également autour de Montpellier avec beaucoup de trafic? On a des cités qui ont travaillé, qui ont mis des réseaux parallèles. Tout est lié autour de fonds de drogue, hein, bien sûr, ou d'agressions, vol de colliers, etc. Mais ce phénomène a été récurrent là, ces dernières années, depuis peu, avec un dispositif nouveau qui a été mis en place par notre directeur départemental et par son prédécesseur. On a pu très récemment d'ailleurs interpeller des jeunes, hein. Ce sont de très jeunes délinquants. Hein. Crime est toujours installé à Montpellier. Nous allons maintenant vous raconter cette affaire qui s'est déroulée en 2005. C'est l'histoire de Rachid qui est inquiet car depuis plusieurs jours, il n'a plus de nouvelles de son ex-compagne et de son fils qui a 3 ans. Pourtant, il a l'habitude de leur rendre visite tous les jours. Il va donc décider de passer par la fenêtre de l'appartement et là, le spectacle qu'il va découvrir est terrible. Son ex-compagne est morte, allongée sur le sol. Quant à son fils, il a été étranglé dans son lit avec le fil de la lampe de chevet. Les enquêteurs vont rapidement partir sur la piste d'un homme. Il est mineur, il a 17 ans et c'est lui qui aurait commis ce terrible meurtre. Que s'est-il passé? Voici donc ce document pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un mystérieux double assassinat qui a touché toute une population. Choqué par la mort gratuite d'un enfant âgé de seulement 3 ans. Il va dire, il était bleu, il était froid, et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Nous sommes à Béziers, une commune dynamique de l'Hérault, comprenant quelques 75 000 habitants. Ville au fort potentiel touristique, elle s'est faite une renommée au travers de ses vignes et de sa feria. Mais derrière son climat méditerranéen et son patrimoine historique, se cache un quotidien loin d'être idyllique pour les habitants biterrois. C'est une ville très particulière dans la mesure où vous avez une population qui est extrêmement pauvre, avec tous les problèmes que ça peut engendrer au niveau de délinquance. Vous avez une ville qui est particulièrement violente. C'est rue de Valmy, un quartier populaire du centre-ville, que vivent Marjolaine, 21 ans, et son fils, Saphir, âgé de 3 ans. Comme tous les jours, son ex-compagnon Rachid passe rendre visite à leur fils. Mais ce mercredi 5 octobre 2005, le téléphone de la jeune maman sonne désespérément dans le vide, ce qui ne lui ressemble pas. Vers 14 h, il passe chez Marjolaine, en voiture, il s'arrête en bas de son immeuble, il sonne, il appelle au téléphone, il l'appelle de vive voix, personne ne répond. Soucieux, il décide pourtant de rentrer chez lui et de repasser le lendemain dans la matinée. Le jeudi 6 octobre, n'arrivant toujours pas à joindre Marjolaine, Rachid décide de se rendre à l'école maternelle de son fils, où un professeur lui indique ne pas avoir vu Saphir depuis la veille. C'est le début du calvaire pour le jeune homme. Il va émettre l'hypothèse qu'il y a peut-être eu un souci de santé ou quelque chose de cet ordre. Il va se rendre à l'hôpital de Béziers, où là encore, on va lui confirmer qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation d'un Saphir Montsouris, ni d'une Marjolaine Lalande. Au comble de l'inquiétude, Rachid décide alors de retourner chez Marjolaine pour tenter d'accéder à l'appartement. Rachid Montsouris décide de se rendre directement à l'immeuble et il frappe à la porte de l'appartement de la voisine de Marjolaine. Et il va lui demander l'autorisation de passer par son balcon
pour pouvoir accéder à l'étage supérieur et atteindre l'appartement de Marjolaine. Il réussit à pénétrer dans l'appartement par la chambre de Saphir et découvre alors l'inimaginable. Son fils de 3 ans est étendu sur le lit, inerte. Très vite, il se rend compte que son enfant est décédé. Il touche à peine, il touche le pied et puis le corps est déjà raide. Il va dire, il était bleu, il était froid et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Bouleversé, Rachid regarde dans les autres pièces, à la recherche de Marjolaine, et découvre son corps, lui aussi inanimé, dans le salon. Elle est allongée sur le sol, il y a une couverture qui recouvre sa tête. Bien évidemment, Rachid Monsouri, dans l'état dans lequel il ne touche pas au cadavre, il ne touche à rien. À 14h30, Rachid téléphone effondré à la police de Béziers pour leur annoncer la découverte des corps sans vie de son fils et de son ancienne compagne. Mais alors, que s'est-il passé dans cet appartement pour qu'une femme et son bébé soient tragiquement tués? Qui est l'auteur de cet atroce double meurtre? C'est ce que les enquêteurs vont devoir déterminer au plus vite. Au 3 rue de Valmy, les policiers arrivés en nombre sur place découvrent à leur tour une scène de crime déconcertante. La jeune femme de 21 ans, J, morte, le visage contre terre. Ils s'aperçoivent très vite que c'est pas simplement une couverture qui recouvre la tête, mais qu'en réalité, une partie de la couverture est enfoncée dans sa gorge. Dans la chambre d'à côté, le petit Saphir semble endormi dans son lit. Il trouve l'enfant allongé sur le ventre avec le fil de la lampe électrique autour de son cou. Au vu des premières constatations sur les corps, le médecin légiste sur place établit que leur mort remonterait à la nuit du mardi 4 octobre au mercredi 5 octobre. De leur côté, les experts de la police scientifique passent l'appartement au peigne fin à la recherche du moindre indice. Et c'est un mégot retrouvé sous le lit du petit Saphir qui va les interpeller. La découverte d'un mégot est surprenante parce que l'enfant est asthmatique et elle n'a jamais permis que l'on fume dans la chambre de son enfant. Directement placé sous scellé, les enquêteurs espèrent que ce mégot livrera l'ADN du tueur. Autre élément troublant dans cette scène de crime, dans l'appartement tout semble en ordre, aucune trace de bagarre ni d'effraction ne sont relevées. Les enquêteurs ont alors une certitude. Ils en déduisent que les 2 victimes ont été fatalement tuées par une personne qui connaissait les lieux et qui les connaissait forcément très intimement. Et alors que cette première piste germe dans l'esprit des enquêteurs, la nouvelle du meurtre de Marjolaine et Saphir se répand comme une traînée de poudre dans le quartier. Paulette Lalande, la mère de la victime, apprend alors par une amie le drame qui vient de toucher sa famille de plein fouet. Elle m'a dit, Paulette, j'ai quelque chose à vous dire, c'est grave, c'est Marjolaine et Saphir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, ils sont morts, ils ont été assassinés tous les deux. Alors là, ça m'a foutu un choc. Vous ne pouvez pas vous en faire une idée. Pour les proches de la jeune femme, c'est l'incompréhension. Qui aurait pu en vouloir à Marjolaine, cette mère de famille aimante, a priori sans histoire? Et surtout, pourquoi ôter la vie à son petit Saphir, âgé d'à peine 3 ans? À Béziers, les enquêteurs vont tenter de cerner le profil de Marjolaine. Ils veulent savoir qui elle était, qui elle fréquentait et surtout, qui aurait pu lui en vouloir. Placée à 2 ans par les services sociaux avec 4 de ses frères, elle devient une adolescente au caractère bien trempé. Quand elle avait 14-15 ans, elle était enragée. Du genre que, mademoiselle prenait mes couteaux de cuisine et allait à l'école avec mes couteaux de cuisine.
Donc j'aimais pas trop du tout ça. Mais en 2001, tout change. À 17 ans, elle rencontre Rachid. Lui en a 22. Elle tombe enceinte 1 an plus tard, et d'un commun accord, ils décident de garder l'enfant. Pour eux, c'est un cadeau du ciel. Et cet heureux événement va métamorphoser la vie de Marjolaine. Il y a 2 vies dans la vie de Marjolaine. Il y a la Marjolaine avant la naissance de Saphir et il y a la Marjolaine après la naissance de Saphir. Du jour où elle a eu son bébé, elle a complètement changé. Elle était très, très protectrice vis-à-vis de son enfant. Elle ne vivait que pour lui. La relation entre Marjolaine et Rachid est tumultueuse. Et ils décident, après 2 ans d'amour passionnel, de se séparer, sans pour autant arrêter de se fréquenter. Ça les empêchait pas de se voir, ça les empêchait pas de faire l'amour s'ils en avaient envie. C'était un peu spécial leur couple. Même à la limite, ils s'entendaient mieux depuis qu'ils étaient séparés. Le quotidien de la jeune mère n'est pas toujours facile. Elle vit du RMI et des allocations familiales. Un choix de vie pourtant délibéré, afin de se consacrer entièrement à son fils, la prunelle de ses yeux. Mais à part Saphir, elle a une autre passion, qui lui vient de son adolescence tumultueuse, les armes blanches. Elle a un hobby, une passion qui est la collection des katanas. Donc les katanas, ce sont des sabres japonais. Marjolaine et ses katanas. Ah, le marché du vendredi, elle allait avec sa meilleure amie, qui manquait les cours, bien sûr, pour aller au marché du vendredi, pour acheter les katanas, les fameux katanas. Ça, c'était son truc. Les enquêteurs constatent alors que ces sabres ont disparu. Pourtant, ses proches sont formels. Elle ne